Ça tourne ? Alors oui, ça tourne. Alors, j'ai en face de moi, il ne faut pas que je me trompe, car ce sont des jumeaux. Deux réalisateurs, Colas et Mathias. Rivkis, c'est dur à dire. Et vous êtes venus présenter un film, première projection demain. Comment vous vous sentez à la veille de la projection ? Peut-être d'abord, est-ce que c'est votre premier festival du film francophone ici à Angoulême ? Alors, c'est notre premier tout. En fait, Colas me disait tout à l'heure, c'est dingue parce que demain, c'est notre journée. C'est notre première de tout. En fait, on a fini la post-production de ce premier film, premier long métrage, en mai. Et on arrive là sur notre premier festival en France. Première fois donc ici à Angoulême, premier festival, première projection demain. Deux salles remplies, on a vraiment hâte de le confronter au public, de voir comment le public va réagir, comment le film va vivre, vraiment, parce que c'est un film, c'est donc une comédie qui a besoin de vivre au rythme du public. Et donc on a vraiment hâte d'être dans cette salle, il y a beaucoup de gens de l'équipe qui vont être là, qui n'ont pas vu le film, donc c'est vraiment le jour des premières pour demain. Est-ce que ça veut dire qu'il y a du stress ? Il y en a un peu, mais il y a surtout du plaisir parce que quand on passe une année aussi dense, qui était un tunnel pour nous, parce que on peut quasiment dire que jour pour jour, et j'exagère pas en le disant, jour pour jour, on a commencé le tournage l'année dernière, il y a pile un an. On est rentré dans un tunnel phénoménal parce que c'était une production dense, forte. On n'a pas beaucoup d'argent au départ, mais on a tout fait bien. Et là, on s'est posé plein de questions pendant toute l'année. La post-prod a été très longue et on l'a éprouvé qu'avec les producteurs, nos partenaires en petit comité. Et là, c'est plutôt... On vient ici pour jouir de la projection, vraiment, pour le voir, voilà, on va le partager. Souvent, on a cette phrase, on dit que le film nous appartient plus maintenant, il appartient au public, c'est terminé, on ne va plus revenir dessus. Et j'ai envie de voir comment le public l'accueille et réagit, quoi. Colas. Voilà. Non, juste de sentir des vibrations, parce qu'en fait, une post-production, comme l'a dit Mathias, c'est long. On était souvent enfermés en studio à faire des corrections, essayer que le film soit le mieux possible. Et chaque choix, dès qu'on avait un choix à prendre, une direction à prendre, on pensait toujours au public. On se disait toujours comment le public va comprendre ça, va ressentir ça, est-ce que ça va lui plaire. Et du coup, là, on va enfin avoir la réponse à tout ça, c'est-à-dire qu'on va avoir un public qu'on ne connaît pas qui va recevoir ce film qu'on leur offre. Et la pluie commence à tomber comme un bon présage. On est protégé, donc je pense que ça devrait va. aller. Alors, c'est votre premier festival pour le long métrage, parce que c'est votre premier long métrage, mais vous avez été largement au festival et même récompensé sur des courts métrages avant. Tout à fait. On a une longue carrière. On est des vieux courts métragistes. Non, on a fait 7 courts métrages dans notre vie. Effectivement, ils ont toujours très très bien tourné. On a eu plein de festivals, plusieurs prix. Toujours en creusant notre sillon de notre style à nous, qui est une comédie d'auteur. On a ce truc avec Mathias de vouloir toujours s'emparer de sujets assez graves, des fois assez dramatiques, mais de toujours trouver le petit pas de côté pour pouvoir pas s'en amuser. On ne veut jamais s'en moquer, mais au contraire retrouver la tendresse, et la tendresse qui utilise le comique de situation pour en fait attraper justement notre public et à un moment l'emmener vers l'émotion au moment où il s'y attend pas. Et je trouve que tous les agrégats de la comédie qui sont la mauvaise foi, l'obsession, la manipulation, toutes ces choses-là sont des choses qui rythment toutes nos histoires. Tous nos courts-métrages ont utilisé ce procédé-là parce que nous, ce qui nous plaît, c'est attendrir les gens, les divertir et qu'à la fin, ils ressortent avec une émotion qu'ils n'attendaient pas, qu'on les saisisse, qu'on les prenne au dépourvu. Et en même temps de faire passer toujours humblement une sorte de message, enfin en tout cas pas un message mais notre vision sur un sujet. Donc on a eu des films qui sont à la fois politiques, à la fois sociaux, sociétaux. Et voilà. Et donc le long métrage ne dérogeait pas à la règle. Il fallait qu'on s'empare d'un sujet qu'on avait déjà traité justement dans notre dernier court-métrage. Oui, c'est ce que j'allais dire. En fait, là, c'est le prolongement d'un court-métrage. Maintenant, la petite graine. C'était La Charge mentale, c'est ça ? C'était La Charge mentale, qui était avec les deux mêmes comédiens qui forment le couple qui sont dans le film aujourd'hui, qui sont Sébastien Chassagne et Louise Massin. C'était déjà le même couple d'acteurs et de personnages. Sauf que généralement, il y a déjà eu des précédents de réalisateurs ou réalisatrices qui poursuivaient leur cours en long métrage. Sauf que nous, on ne l'a pas poursuivi, on l'a fondu à l'intérieur du film. C'est-à-dire que c'est pas la suite. D'ailleurs, notre film, notre long métrage La Petite Graine est plutôt
le préquel, enfin ce qui se passe avant la charge mentale, puisque dans la charge mentale, c'est toujours l'histoire d'un couple qui ne peut pas avoir d'enfants et qui rencontre des graves difficultés du coup à l'intérieur de leur couple. Mais notre court-métrage, la charge mentale, racontait comment ils transcendaient ça, ils sublimaient ça pour se réinventer autrement, d'être un couple sans enfants. Et du coup, pour le long-métrage, on avait envie de raconter un peu leur histoire d'avant, c'est-à-dire avant qu'ils se transcendent, leur dernier coup, leur dernière tentative un peu folle, un peu drôle, un peu désabusée et ridicule, mais en même temps hyper touchante de leur dernier plan. Ils ont un plan. Le plan, c'est d'aller chercher Piche, le copain de, je sais pas, collège, lycée. Bah, on sent que vu que c'est dans leur ville Là, c'est Mathias. On s'est projeté un peu en se disant que c'était un couple dans un village donc un peu plus de campagne, enfin dans la campagne ligurienne de la Loire, à côté de Roanne, Locoto, vers là-bas. Et en fait, souvent on se dit dans ces endroits-là, les bandes de jeunes se suivent, hein, école, collège, lycée, donc en fait, ils ont. Je pense que ce personnage de Piche était quelqu'un qui les a accompagnés tout ce temps-là. Et donc, le pitch est le suivant, c'est qu'après beaucoup de FIV inaccomplies, d'IAD infructueuses, donc des inséminations avec donneurs anonymes, ça n'a pas marché. Ils arrivent au bout de leur processus et ils décident. C'est souvent c'est impulsé par le personnage de Céline dans le couple qui dit, en fait, perdu pour perdu, j'ai une dernière idée, c'est qu'on va aller chercher une vieille connaissance du collège-lycée, donc ce fameux Piche, qu'ils ont perdu de vue depuis 18 ans, et on va le chercher pour lui demander de nous donner la petite graine en insémination artisanale, et on se dit tous, mais pourquoi lui ? Et bien en fait, parce que c'est le seul qui a mis enceinte Céline, mais quand ils avaient 17 ans, à une boum par accident, et elle ne pensait pas, quand elle a avorté à ce moment-là, que ça serait la seule fois de sa vie qu'elle était enceinte. Donc c'est complètement ubuesque, mais elle se dit, pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Et donc, ils se partent dans cette invitation un peu surprise de cette personne qu'ils n'ont pas vue depuis 18 ans, qui, lui, curieusement, est devenu, a quitté la campagne, a rejoint la ville, est devenu un artiste sur scène qui fait un peu de stand-up et qui, en plus, fait son fonds de commerce avec des sketchs sur le child free en disant mais pourquoi vous voulez absolument des enfants aujourd'hui dans un monde, voilà. Et donc, c'est un peu cette rencontre improbable entre ces personnages, et puis nous on a voulu rire là-dessus, et c'était un socle de comédie important. J'ajoute que c'est vraiment quelque chose qui nous est venu tout de suite, parce qu'on s'est dit que quand on prend des personnages qui se connaissaient dans le passé, c'est quand en fait on les charge déjà d'un passif, parce que moi j'ai remarqué ça, l'école, le collège, le lycée, c'est comme des années très particulières. Il suffit que je dise ces deux personnes étaient au collège ensemble, on se fait déjà une idée, on se dit d'accord, alors peut-être ils ont été témoins de leur premier baiser, en fait c'est chargé de quelque chose, et nous cette charge sur les personnages est très importante quand on commence l'écriture du film et la dramaturgie qu'on déploie, quoi. Mais c'est vrai que dans le film, je crois que c'est ce qui m'a le plus touchée en fait. Cette histoire de retrouvailles et un peu de nostalgie. Vraiment, à un moment, votre film, il bascule. Exactement, c'est ce qu'on a voulu. Et ouais, c'est vraiment touchant. Je ne sais pas, les liens qu'ils avaient peut-être enfants, ados, et tout d'un coup, il y a une espèce de vide où ils ne se reconnaissent plus, voilà, parce qu'ils ont eu une autre vie. Et puis, il y a une fraternité, un lien, une solidarité. C'est simple, quand on crée des personnages, on aime bien avoir des courbes aussi sur les personnages qui ne sont pas forcément les principaux. Je m'explique, c'est que le Piche en question, il vient avec des certitudes, c'est une grande gueule, mais en même temps, c'est quelqu'un d'un peu seul. On le sent fragile. Voilà, fragile et seul. Et donc, du coup, dans cette aventure qui n'aura pas de fin, quelque part, lui, il se récupère des amis. Il se récupère, finalement l'héritage du passé revient, et il se dit et pourquoi pas. En fait, c'est pour ça qu'on rigole sur le fait qu'il dit mais est-ce qu'on pourra se revoir pour des barbecues, pour des choses comme. Donc en fait, il y a un côté très enfantin qu'on rajoute dans cette intrigue. De toute façon, c'est dès le départ. On dit c'est un film qui parle de gens qui essayent de faire des enfants, et c'est un jeu d'enfant quelque part. On recrée la cour de récréation, et en même temps, c'est beauté, c'est nostalgie que vous évoquiez. C'est exactement ça. Mais c'est aussi la question de qu'est-ce qu'on fait de sa vie, quoi, pour que ça continue aussi dans le couple, et comment on s'occupe, entre guillemets, comment on vit, et soit on fait un enfant ou pas, et qu'est-ce qui se passe si c'est pas possible. Bien sûr, nous c'est une thématique qui nous touche énormément, parce qu'en fait, pourquoi on a fait ce film, ni Mathias ni moi n'avons des enfants. On a été aussi assez touché, blessé par les déclarations de notre cher président Macron, qui avait quand même fait une conférence de presse il y a 1 an et demi en incitant les femmes et les hommes, surtout les femmes, à procréer et à entamer un réarmement démographique de la France.
Donc c'était vraiment une insulte à tous ceux qui ne pouvaient pas en avoir, et comme si c'était aussi simple que ça, et de monter une armée de petits soldats du capitalisme. Donc non, c'est ça qui a déclenché le film, et donc c'est quelque chose d'intime. Mais comme c'est quelque chose d'intime, parce que nous n'avons pas d'enfants non plus, on voulait trouver ce que vous évoquiez là sur le fait de comment on se réinvente après, l'occupation, oui, même l'occupation d'une vie. C'est quoi un couple une fois qu'il ne peut plus avoir d'enfants? On se réinvente tout le temps. Bah en fait. c'est ça, on est femme, puis on est fille, puis femme, puis mère, puis refemme, puis en fait la vie c'est une résilience et on passe d'étape en étape, et nous on voulait que ça soit toujours ancré, que ça parle au cœur du public et des spectateurs. C'est-à-dire que je pense que n'importe qui s'y retrouve tant que tu es sincère, tant que tu crées quelque chose qui est réel. Et nous, on recherchait tout le temps le vrai. Et c'est pour ça que quand on reparlait d'enfance, même la cour de récréation, des rapports qu'ont les gens, on sait que ça parle à tout le monde. Je veux dire, peu importe ta culture, peu importe ta religion, peu importe. Je veux dire, tu as été à l'école et plus tard, on t'a demandé de faire un enfant. Voilà. Il y a aussi le couple, il y a aussi le huis clos. On est vraiment dans la maison. Ça, c'était une volonté Ah vraiment oui, dès le début, on aimait le cloisonnement un peu du couple. C'est-à-dire qu'un couple, c'est une maison, c'est un quotidien, c'est des petits gestes, c'est toujours une répétition, surtout à la campagne ou dans des villes périurbaines que nous, on revendique comme étant aussi les personnages de nos films, quoi. C'est-à-dire que tous nos films, nos courts-métrages, et celui-là, maintenant, notre premier long-métrage, ça parle des gens de peu, comme on aime à les appeler, c'est-à-dire ceux qui ne sont pas montrés au cinéma, généralement. Ce n'est pas les bourgeois du 6e arrondissement de Paris. C'est des gens comme nous, on est provinciaux, on habite à Lyon, enfin, on a grandi en banlieue de Lyon, puis après, on a vécu à Lyon. Mais on a toujours été des connaisseurs de la campagne autour. On est parfois en Bretagne, mais j'aime... Oui, on sent qu'il y a ça dans le film aussi, effectivement, la reconnaissance de la banalité du quotidien aussi, qui se joue dans la maison. Parce qu'il n'y a pas de jeu de dupe, en fait. J'ai envie de dire, à la campagne, il n'y a pas de jeu de dupe. Dans les grandes villes bourgeoises, et c'est pas un reproche, c'est un constat. Dans les grandes villes bourgeoises, il y a un jeu d'apparat, il y a un jeu de dupe. Socialement, on peut être dans les repas en ville, dans les conversations faites. On peut disparaître. Oui, on peut se dire, oui. À la campagne, il y a un candidaton, tout le monde se connaît. On s'affiche, on est à eux là-bas, c'est les gens qui peuvent pas avoir d'enfants. À lui là-bas, c'est le mec qui trompe sa femme. À lui là-bas, en fait, on est dans un truc où il faut avoir encore plus de force et de résilience. Le huis clos, ça représente aussi, on ne peut pas fuir. Il y a 4 personnes autour d'une table, parce que le personnage de Piche vient lui accompagné de sa, on va dire, son amante. Je trouve qu'elle apporte justement la liberté. Exactement. Et je m'en fous du qu'en dira-t-on des voisins. Finalement, c'est celle qui arrive comme un éléphant dans un jeu de quilles, elle débaroule tout. Et on se dit, mais oulala, elle n'est pas à sa place, elle va empêcher le plan de bien fonctionner. Alors qu'en fait, c'est elle qui relance tout le plan en convainquant notamment son amant de la simplicité de la demande de ses anciens amis, quoi. Et en amenant pas du cérébral, mais de la vie. C'est de l'expérience, parce qu'elle vient, c'est Mathias qui a repris le micro. Non, mais je veux dire, elle apporte une expérience certaine, c'est-à-dire que face à un couple qui, depuis 15 ans, veut absolument avoir un enfant, elle leur dit clairement, moi j'en ai eu 4, et voilà tous les problèmes que ça engendre. Et aujourd'hui, je suis content qu'ils partent, ou qu'on se soit chamaillé, ou peu importe, parce que maintenant, je vis ma vie de femme, elle le dit. Et en fait, voilà, pour nous, c'était important, quand tu démarres une écriture, de polariser tous les personnages sur la thématique de ton film. Que tu t'en serves ou pas. C'est-à-dire que là, on sait que c'est la volonté, le thème du film, c'est la volonté obsessionnelle d'avoir un enfant. Très bien, j'apporte pas un personnage dans l'intrigue tant que lui, on lui a pas créé une position, on l'a pas fouillé là-dedans. On verra si on s'en sert dans les scènes. Mais on se dit, s'il a une copine Piche, ça va pas être juste une copine, ça va être quelqu'un qui a un avis très précis sur le fait d'avoir des enfants aujourd'hui. Donc voilà. Comment vous travaillez tous les deux? Est-ce qu'il y en a un qui écrit plus que l'autre? Alors, est-ce qu'il y en a un après la réalisation? C'est très simple, on va l'expliquer, mais on a évolué sur ce sujet-là. Tout au début, sur nos premiers courts-métrages, ce qui était compliqué, c'est qu'on pensait qu'il fallait qu'on soit tous les deux au-dessus de l'ordinateur pour écrire. Ce qui est un moment complètement... On fasse tout à 4 mains, en fait. Ça devient kafkaïen, on a 2 cerveaux, on se chamaille plus qu'on écrit, c'est compliqué. Donc au début, on a fait comme ça, et puis après on s'est dit, ok, il faut surtout créer la matière avant de l'écrire. Et créer la matière, pour nous, c'est discuter énormément des thématiques des films, brosser. Donc au départ, il n'y a même pas d'ordinateur, il y a un bloc-notes, ou alors on est comme ça, des fois on marche tous les deux, on parle beaucoup, discute des heures et des heures. Ouais. Voilà. Et on accouche de quelque chose. Mais par contre, tant qu'on n'a pas cette idée de trame narrative,
qui naît d'un pitch, qui naît d'une idée comme ça, qui déclenche un peu tout, ça peut prendre 8 mois. Mais on va discuter pendant 8 mois, on va parler d'autres projets. Et d'un coup, on a l'étincelle. Généralement, de notre discussion naissent naissent plusieurs pistes. Et puis à un moment, il y a une idée qui s'éclaire et on dit que c'est ça. Et quand ça va l'enthousiasme expliquer. est partagé, on sait que c'est là. Et donc après commence le plus dur parce qu'on va effectivement faire un peu une liste, une wish list comme on dit, de souhaits, pour essayer de converger déjà vers une structure, vers un début de ligne narrative. Et puis après, la première chose qu'on va faire une fois qu'on sait où on va, c'est qu'on va s'abandonner le récit. C'est-à-dire que selon les films, ça a été différent, mais en fait, un de nous deux prend le film à son compte. Celui qui le sent le mieux. À un moment, il y a un de nous deux, on Voilà. s'en parle beaucoup. On va dire, bah, tiens, moi, je vais faire une première version. Voilà. Et le deuxième prend la première version, la lit, la corrige comme il veut, il met du rouge de partout, nanana, et il écrit une deuxième version. Et c'est que à partir de la version 3 qu'on met tout en commun sur la table et que là, on parle énormément au-dessus des bureaux. Mais ça, c'est pour l'écriture. Et pour la réalisation, on a, disons que... Pareil, on a un peu échaudé nos méthodes. Ce qui était compliqué pour nous, c'est de s'apercevoir que quand on est en duo, c'est pas seulement des frères ou des frères jumeaux, hein, c'est même, il y a des couples, enfin plusieurs personnes ont réalisé en duo et on s'apercevait que pour une équipe technique ou des comédiens, le plus compliqué, c'est l'ordre et le contre-ordre. Et il fallait surtout pas, se contredire. Voilà, dans un métier où il faut comme des fois aller vite, dans les journées, il faut pouvoir construire rapidement. Donc en fait, dans la production de chaque scène, ce qu'on faisait, c'est que on préparait beaucoup. Voilà, on prépare beaucoup en amont, on sait se parle, ce qu'on veut, voilà. et on prend deux places différentes qui changent à chaque fois selon la scène. C'est qu'il y en a un beaucoup plus à la face qui va diriger la scène, essayer, nanana. Et un autre beaucoup plus, pas effacé, mais on recule un peu plus loin. Qui est au combo, c'est le moniteur pour regarder les scènes un peu plus loin. Qui a un regard de spectateur, qui va plus regarder la continuité, se dire attends, est-ce que ce que je vois fonctionne ? Est-ce que si j'étais assis sur une salle de cinéma, cette scène fonctionne ? Donc ces deux regards différents, ça permet de... Mais par contre, celui qui va diriger la scène est plus devant, ce qui fait que, en plus, nous, on a cette faculté, étant frères jumeaux, vraiment de très loin, de pouvoir en un signe faire passer une idée sans parler devant tout le monde, quoi. Effectivement, le fait que vous connaissiez très bien, peut-être vous n'avez pas besoin de parler, ça doit être quand même, il doit y avoir une efficacité remarquable, peut-être qu'un autre duo n'aurait pas. Parce qu'on prend de loin, d'un simple regard, on peut finir la phrase de l'autre, on a tendance à aller... Même ce qu'on fait là, en fait, déjà. Voilà, ce qu'on fait exactement là. Mais par contre, non, il y a un truc qui est primordial, c'est parce que tout le monde croit, c'est génial, la fusion, l'entente parfaite. Je veux dire, on s'engueule énormément avec Mathias, beaucoup. Mais en fait, voilà. Mais on a la faculté, par contre, de se pardonner très rapidement. Oui. Et en fait, je me rappelle avoir discuté avec un réalisateur, d'ailleurs qui a beaucoup d'expérience, qui en était déjà, au moment où je discutais avec lui, il était déjà son troisième, là, il va faire son 4e long métrage. Et il disait, moi là où je vous envie, parce qu'on se connaît bien, on discute un peu de comment on fabrique, quoi, voilà, comment on travaille. Et il disait, moi, j'ai jamais trouvé mon co-auteur. Parce que mon co-auteur, en fait, dès que c'est tendu, parce que c'est toujours tendu dans une écriture, au bout d'un moment, on n'est pas d'accord. On se met à nu, donc forcément, on parle de nous. Ouais, c'est ça. Et il disait, moi, chaque fois que je me suis adjoint un co-auteur, et en fait, on n'arrivait pas à se parler, on s'engueulait. Et par contre, on s'excusait pas. Et voilà, c'était long à s'excuser, machin, ça. Tandis que, avec Mathias, lors des écritures, c'est long, c'est fastidieux, on s'engueule, c'est tendu des fois. Des fois, c'est cool, mais des fois, c'est tendu. Sauf que quand c'est tendu, honnêtement, ça n'a jamais duré la plus grosse engueulade de notre vie qu'on a eue. Moi, tu fais un tour de pâté de maison en marchant, tu reviens au bureau. Et même pas, je veux dire, 2 minutes. Après, on se tape dans la main et c'est reparti. Et on y va. Donc, on gagne du temps là-dessus, en productivité, en efficacité. En fait, on avance. Parce qu'on se dit surtout, en fait, c'est quoi, Mathias, si on s'engueulait là, c'est que c'est peut-être pas une si bonne idée que ça. C'est qu'en fait, c'est clivant sur un truc. Même entre nous, ça fonctionne pas, quoi. Est-ce que c'est envisageable pour vous d'avoir des projets séparément ? Alors oui, plus en écriture. C'est-à-dire que c'est arrivé que d'autres auteurs nous demandent d'écrire des textes. Et là, on s'est séparé le travail. Là, c'était plus... Voilà, ça nous est arrivé. Voilà. Moi, j'ai écrit pour une autre réalisatrice, pour un réalisateur aussi. Mathias aussi de son côté. En fait, c'est un peu aussi à l'envie, j'ai envie de dire. On est très proche avec Mathias, mais des fois, on n'a pas les mêmes envies. Après, réaliser un projet personnel qui vraiment... soit que moi ou que Mathias, faut jamais dire jamais. Le truc que je ferais, qui est un peu d'ailleurs à l'image, parce que je vois que les frères Cohen, par exemple, ont pu faire ça, c'est peut-être ce que je ferais, c'est que pour une fois, je dirais, voilà, j'écris tout seul le scénario et je te le donne et tu le réalises. Ou inversement, lui, parce que des fois, il faut que ça sorte d'un seul cerveau.
même si après, de toute manière, en fait, il y a des modifications, parce qu'en fait, une écriture, c'est une réécriture, un tournage, c'est déjà mentir et trahir le scénario, et le montage, encore pire, on raconte une autre histoire. Mais potentiellement, peut-être que si Mathias un jour vient avec un scénario et me dit, bah voilà, lis-le et je le trouve génial, et je dis, bah allez, partons là-dessus, bah ça sera quelque part quand même un scénario de lui, et après on le réaliserait. Ou inversement, j'ai envie d'écrire un truc d'une traite parce que j'ai quelque chose en tête, et je dirais à Mathias, tiens, vas-y, réalise-le parce que j'ai confiance en toi et pas en quelqu'un d'autre, quoi. J'ajoute quand même que c'est une industrie compliquée. Faire son trou est particulier. Cola et moi, on a un cinéma que je pense assez singulier, mais qu'il faut affirmer dès le premier film, et le second bientôt, le troisième. Et donc, quand on sera assis quand on aura trouvé notre fauteuil, là, peut-être qu'on ira s'asseoir sur des tabourets de temps en temps. Voilà. Alors le cinéma singulier justement dont tu parles, fait aussi que votre film il va avoir une autre vie dans un autre festival qui est le Fifigro, Voilà. et qui est le festival décalé. De l'équipe de Groland. C'est important pour vous Mais d'être complètement. Alors c'est bizarre de le dire là dans le jardin d'Angoulême, mais c'est vrai que nous, quand tu es auteur de comédie, que vraiment tu cherches une singularité, vraiment être validé par la bande à Groland et d'aller là-bas pour montrer un film un peu foufou En en compétition officielle, ouais, on est content. Franchement, ça a été, on s'est dit, ok, on s'est pas trompé dans la direction qu'on prenait, quoi. En quoi c'est décalé justement? Comment vous pourriez... C'est ni une comédie ni un drame. C'est une comédie d'auteur, c'est-à-dire qu'en fait c'est une comédie et à un moment, comme tu l'as très bien expliqué avec tes mots tout à l'heure, tu es saisi et il y a une bascule et on peut être touché. Et On peut être dans la mélancolie. On remplit pas on va dire la feuille de route d'un seul genre, déjà. Alors ça peut être gênant d'ailleurs, si je puis dire, parce qu'on va être super honnête. Ouais, mais du Moi coup, j'étais un peu gênée parce que j'aime pas... Ouais. Quand je sais pas si je suis dans une comédie voilà. ou dans un drame ou ici ou là. Voilà, je le dis sincèrement parce que je le dirais pas si à la fin il s'était pas passé ce qui s'est passé. Je trouve que c'est pas une comédie. Et il y a des moments où je savais pas trop. Et moi, ce qui m'est resté, c'est qu'à la fin, après le film, et ça c'est quand même vachement chouette, je suis restée assez longtemps avec les personnages. Ouais. Et je pense que c'est le plus beau compliment qu'on puisse faire. Bien sûr, bah c'est ce que tu dis intéressant, parce que moi j'aime pas les étiquettes, donc bon, c'est au début, oui, c'est une comédie, mais c'est une comédie comme la vie. C'est-à-dire que la vie, c'est te taper une barre avec des potes à un repas, et puis finir le repas, descendre l'escalier, et puis croiser un SDF qui meurt de faim en bas et te faire renverser par une voiture. En fait, la vie, comme disait Woody Allen, c'est quelque chose de formidable qui finit mal. Bon, et ben c'est un peu ça. C'est-à-dire que moi, ça, quelque part, et je sais qu'on va peut-être en pâtir, mais moi, systématiquement, vendre à des gens un programme, de dire, voilà, c'est une comédie ou c'est un drame et tout ça, je dis non, ça va ressembler à la vie. C'est que la vie, des fois, tu as des moments joyeux, et l'instant d'après, tu n'es pas joyeux. Et en fait, c'est ce truc-là, et c'est très ténu, c'est-à-dire que c'est très difficile à tenir, mais je vais toujours essayer de m'appliquer à ça. C'est-à-dire qu'à un moment, ça peut être très subtil, très violent, très gros, enfin, il n'y a pas de constance dans la vie. Et c'est très dur de rendre ça au cinéma, mais moi, c'est un peu mon challenge, et j'ai envie de vendre des films. C'est pour ça qu'on parlait de singularité. C'est-à-dire une singularité, c'est quelque chose où, à un moment, tu pars, tu reviens, mais par contre, effectivement, comme tu l'as dit, toujours être sincère avec les personnages et qui te restent en toi encore longtemps après le film, quoi. Oui, et j'ai l'impression que vous êtes hyper sincère avec votre cheminement, avec ce que vous êtes en train de construire. C'est ce que vous disiez tout à l'heure. Et comme tous les films ont des qualités, des défauts. Et c'est bien de laisser les défauts aussi, peut-être quand on les voit, pour ensuite pas corriger ce film-là, mais le prochain film. Exactement. Dupieux l'a fait, Groland l'ont fait. À un moment, où est-ce qu'on se situe? Et c'est drôle parce qu'on en parlait il n'y a pas si longtemps que ça là, avec Cola. On évoquait une idée de film qu'on avait commencé à écrire dans notre gros disque dur. Et on s'est dit cette phrase, on s'est dit il est pas mal ce film. Mais c'est plus nous. En fait, il faudrait déjà le donner à quelqu'un d'autre. Parce que nous, on va creuser un sillon qui est ce sillon-là, un sillon particulier de comédie d'auteur. Et ce film-là qui est finalement pas assez barré pour être un film des frères Rifkis. En fait, le truc là où je précise ce que dit Mathias, c'est qu'en fait, il y a un moment, longtemps on se cherche. Dans la vie, on se cherche, même quand on n'est pas cinéaste, on se cherche tout court. On se cherche, quand t'es ado, t'as les cheveux longs, t'écoutes du grunge, après t'es un gothique. Bon, on se cherche. Et à un moment, tu te trouves en tant qu'artiste. Tu te trouves, voilà. Et
Et quand tu trouves ton endroit, c'est-à-dire l'endroit où tu arrives en tout cas à t'exprimer. Après, ça peut plaire, ça peut ne pas plaire, c'est bon, ça c'est une autre. Mais tu fais pas forcément les choses pour les autres. Faut quand même s'y tenir. C'est-à-dire qu'il y a un moment, moi je me rappellerai toujours, je lis beaucoup de livres et on reprochait, par exemple à Modiano, je me rappelle Patrick Modiano, qui était un mec qui disait oui, t'écris toujours le même livre. Enfin, on a compris, il ne veut pas changer, c'est quoi, c'est une posture d'être toujours là, machin. Il lui dit non, parce que c'est moi, je suis comme ça. Il a écrit, il est resté toujours ce qu'il a écrit, il a fini par avoir le prix Nobel. Donc, moi je pense qu'à un moment, on vient te chercher pour ce que tu es. On ne vient pas te chercher pour ce qu'on aimerait que tu sois. C'est-à-dire que je pense que tu suis ta route. Il y a des gens que, voilà, je veux dire, Sean Baker qui avait fait Anora, qui vient d'avoir la Palme d'Or. Sean Baker, il a fait 4 films que personne n'a vu, tout seul dans son coin, aux États-Unis. Après, il en a fait un 5e qui s'appelait Tangerine, fait à l'iPhone. Les gens disent ah tiens, c'est nouveau, c'est un vent frais, voilà. Après, il a gagné un petit peu de reconnaissance avec ça, mais tout petit, Rikiki. Après, il a fait Florida's Project, il a gagné un peu plus en galon. Puis après, Red Rocket, et boum, il se retrouve avec Anora, et à 50 et quelques années, on lui donne la Palme d'Or. La question n'est pas de savoir si moi j'aime bien ou j'aime pas son cinéma, c'est qu'il a suivi un sillon. Et c'est très important de suivre un sillon, c'est de le creuser, et un jour on vient te chercher. Et il y aura les rectifications dont tu parles, parce Oui. qu'on n'a pas fait un film parfait. Mais je connais pas de film le parfait. premier film de notre sillon de cinéaste. Et dans le deuxième, comme tu l'as très bien dit, il y aura des rectifications. Par contre, le ton, c'est le ton Rifkis. Tu vois ce que je veux dire? C'est évidemment, c'est à moitié de la provoque quand je te dis qu'on fera que des trucs barrés. C'est pas. En même temps, je te dis ça parce que on est allé sur ce terrain-là quand on a discuté. Mais beaucoup de gens, même dans nos courts-métrages et tout ça, disaient surtout qu'on faisait de la comédie qui touchait les gens aussi. Donc je pense que ça peut se résumer déjà à ça. Et c'est déjà beaucoup. Parce que moi, ce que j'ai vu dans votre film, c'est une énorme tendresse. Et ma peur, c'était que cette tendresse-là, elle soit gâchée. Jamais. C'est trop nous. Enfin, je veux dire, c'est nous. On est même à des moments, on a un facteur bisounours qu'il faut qu'on gomme des fois. Nous, on est très, on tombe en empathie avec nos personnages. On a envie de les aimer. Et je pense que tu t'interrogerais nos comédiens, c'est ce qu'ils te diraient. C'est voilà, on sent. Nous, on les aime tout le long de l'écriture. C'est pas une petite cachette, le côté décalé. Ça peut être. Non, alors c'est pas une cachette, c'est juste une manière de s'exprimer. Une pudeur, je sais pas. Oui, ça peut être une sorte de pudeur, mais je pense que non, non, je pense que c'est un médium et le but c'est d'émouvoir quand même. Les personnages, pour qu'ils évoluent, ils doivent partir de loin. Et souvent, un personnage, au début, tu fais sans doute référence à ça, ce qu'on peut ressentir comme une certaine trivialité, comme quelque chose qui est un peu, pas vulgaire, mais des personnages un peu crus, stéréotypés, qui arrivent et qui débarquent, comme je disais, comme un éléphant dans un jeu de quilles tout à l'heure. Tu es obligé, à un moment, quand même, de partir d'un peu loin pour justement les sauver, pour justement faire surgir cette tendresse au moment où tu t'y attendais pas. C'est-à-dire que si tu es tendre dans les 3 premières scènes, et que les personnages restent monolithiques comme ça jusqu'à la fin, on va être dans un truc qui berce, qui est intéressant, mais il n'y aura pas cette éruption de vérité, de réalité. Je trouve beaucoup plus beau que le personnage, par exemple, de Piche, va se cacher, parce que lui, il est pudique, et tu comprends après sa pudeur, tu comprends après la tendresse qu'il évoque, mais parce qu'il part de loin. Et ça, on a beaucoup travaillé ça avec notre comédien, que dire, et lui, à chaque fois, il était dans la tangente, il disait ça, c'est pas trop, c'est pas too much, et on disait, voilà, c'est juste ça, pour ensuite te révéler réellement. Mais votre film, c'est ça qui est bien, c'est qu'il questionne vraiment. C'est-à-dire que moi, à la fois, je dis ah non, j'aurais pas voulu voir ça et pas comme ça. Et à la fin, c'est vrai que je peux pas dire personnage principal parce qu'ils sont tous. Mais en tout cas, on va dire le personnage qui peut-être représente la virilité, enfin celui qui doit donner la petite graine. Et c'est vrai que sans doute s'il n'y avait pas cette première scène-là, il n'y aurait pas une aussi forte résonance sur la toute dernière scène qu'on ne peut pas raconter, parce que là c'est vraiment on peut pas. Sur la virilité, sur l'inversion des valeurs, voilà, bien sûr. Parce qu'en plus on s'y attend pas. Non, mais pour pas. t'aider sur ta réflexion, Marlène, c'est-à-dire qu'en fait, un film, c'est aussi, et surtout encore pire, un premier film, c'est souvent le film qu'on peut plus que le film qu'on veut. Hein. C'est un film qu'on a travaillé énormément en amont, mais avec très peu de budget. Et donc nous, notre idée, c'est d'aller quand on parle de sillon, les corrections qu'on fait, c'est aussi, voilà, on sait ce qu'on veut maintenant, et petit à petit, tous nos films seront ce qu'on veut. Pour le moment, c'est ce qu'on peut, et on avance. Mais je sais ce qu'on a réussi, et je sais ce qui va progresser sur tous les films, mais par contre, il y aura une valeur commune
à tous ces films. Et que, alors, finalement, on est d'accord dessus. C'est juste dans le pourcentage qu'on n'est pas d'accord. Mais on est d'accord sur le fait qu'il y aura toujours de la comédie barrée et de la tendresse. Voilà, c'est tout. Et donc, le truc, c'est Et que ça, chaque c'est fois... là, et Oui. vraiment l'intime. Bien sûr. L'intime aussi. La première chose qu'on fait, c'est quand on travaille, c'est effectivement c'est se questionner dans la thématique qu'on veut évoquer, mais toujours cet angle nouveau ou ce petit pas de côté. On dit, mais ils vont parler de ce thème avec ce pitch-là. Eh ben oui, c'est ce qu'on va faire. Et après, les Américains disent c'est un peu un caractère driven, c'est-à-dire que c'est les personnages qui nous guident après dans ce pitch un peu fou, et on va dire ok. Mais comme disait Cola tout à l'heure, eh ben on les fait partir de loin, mais tu l'as dit avec ton message de spectatrice, hein, tu as dit je suis parti avec eux à la fin, je les avais encore assez longtemps avec moi. Une question, je voudrais savoir ce que c'est que la joie pour vous. Parce que mon podcast s'appelle Un monde en joie. La joie, c'est un sentiment positif qu'on doit toujours rechercher pour être ancré et aligné avec ce qu'on désire quand on réalise ce qu'on désire. Et sinon, la joie, c'est aussi s'enthousiasmer des réussites des autres et de ne pas trop être centré sur soi. Et j'invite à lire Notre joie de François Bégodeau qui vous donne une très bonne explication. Et moi, je rajouterais en un mot, la joie, pour moi, c'est l'exaltation. Voilà, souvent dans des scènes de film, on dit mais on doit avoir soit la peur, soit le rire, moi je recherche souvent une scène qui t'amène à l'exaltation à un moment. Donc voilà, la joie. Et pour terminer, parce qu'on est quand même dans le jardin de Bardines, au sein du festival du film francophone d'Angoulême, moi j'imagine que vous remerciez le festival. Mais c'est dingue pour nous, on osait espérer que la première aurait été là. Donc je répète ce que j'ai dit tout à l'heure, on a fini en mai la post-production du film. Et arriver à faire notre grande première dans ce festival qui est un peu la rentrée du cinéma français. Oui, on remerciera jamais assez Angoulême de nous avoir sélectionnés, avoir cru en ce film, qui est un petit film, un premier film. Ils avaient toutes les raisons de s'en passer. Ils ont pris le risque de le sélectionner. Quoi. Pour terminer, puisque vous allez être dans le podcast Un monde en joie, Ouais. une photo et une chanson qui vous mettent en joie tous les deux. Alors moi, la chanson, je vais te dire, c'est Move On Up de Curtis Mayfield. Et elle me met tellement en joie que j'ai même dit à plusieurs de mes potes, vous la mettrez à mon enterrement. Mais je trouve que moi, je suis batteur et les deux premiers coups de caisse claire qui lancent le morceau, qui font clac, clac. Bon, bah ça me met en joie. Et après, c'est une photo, tu dis, une photo qui me met en joie. Bah, j'ai plein de photographes qui me plaisent et qui me mettent en joie, mais je dirais. Une photo, non, j'ai des photos qui m'émeuvent, mais alors une photo en joie, t'as une idée, Matt? Moi, je sais que ça serait une photo où il y a du ciel, où il y a un horizon. Ça, c'est sûr. Ansel Adams, des vieilles photos en noir et blanc, d'Ansel Adams, des grands espaces américains, ou de Stephen Shore. C'est un peu cliché, mais ça peut me mettre en joie. Et la musique pour Mathias? Je pense que ça serait un morceau de Prince. Peut-être Strange Relationship. Voilà, de Prince. Un truc qui me met en joie dès que j'entends les premières notes. Merci beaucoup, je vous souhaite une super projection. Ouais, c'est demain, ça va être notre journée. Donc, on a hâte. Ça aussi, ça va vous mettre en joie. C'est pas de la musique, mais c'est de la vibration des corps du public. Donc on attend ça avec plaisir. Merci.